Mesdames, Messieurs, bonsoir. Shavua Tov pour ceux qui nous ont rejoints. On ouvre cette semaine grâce à Midrash Yehuda Manitou avec le cours de Rabbi Yitzhak Chouraki. On parle toujours du temps, de la temporalité dans les différentes parachiotes, parashat Vaera, et on va s'attarder sur le temps des plaies, des différentes makotes qu'on a eues en Égypte. Bechavod Rav Chouraki. Erev Tov, alors effectivement, quand on parle du temps et qu'on est dans la paracha de Vaera, et en fait, on pourrait dire de Bo aussi, les parachutes des Makot Mitzraïm, des plaies d'Égypte, eh bien, il y a un lien très intime au temps pour une raison très simple avant de commencer dans le détail, c'est que les plaies d'Égypte, qui représentent d'une certaine manière la destruction de l'ensemble de non, attendez. Voilà, je crois que c'est bon cette fois-ci. Alors, les Makot Mitzrayim, les plaies d'Égypte, qui détruisent l'ensemble du pays de l'Égypte, comment dire, des Makot qui sont plus liés, comment dire, du bas vers le haut, du Nil, la terre, les êtres vivants, l'air, puisque, comment dire, la grêle, les oiseaux, les sauterelles, et ensuite l'ange de la mort lui-même, comment dire, l'obscurité, le soleil, on a comme une sorte, l'ensemble de l'univers est détruit par rapport à l'Égypte, mais toutes ces makot, toutes ces plaies ont aussi une dimension temporelle. Et la dimension temporelle, c'est qu'avec les plaies d'Égypte, le temps lui-même est détruit. Et pour comprendre cette idée-là, comment les makot remettent, pas simplement le monde physique, mais j'allais dire le décompte du temps, du point, comment dire, une destruction du temps, faut étudier une question importante, c'est sur quelle durée se sont déroulées les macotes. Le temps des macotes elles-mêmes. Combien de temps ça a duré et comment ça. Et là, il y a beaucoup à dire et comment dire beaucoup d'opinions différentes d'ailleurs, puisque c'est pas écrit de manière claire dans le texte lui-même, qui sont rapportées. Et pour commencer, pour savoir combien de temps ont duré les macotes, et ensuite nous verrons le sens de cette durée. Alors on commence d'abord par la Mishnah, c'est peut-être la tradition la plus claire, la plus, comment dire, de base sur ce problème. Maseret Eidouyot, on a Rabbi Akiva qui nous dit, il y a 5 choses qui ont duré 12 mois. 5 événements qui durent 12 mois. Par exemple, le premier d'entre ces événements, c'est Mishpat Dor Amaboul. Mishpat Dor Amaboul, eh bien, ça a duré, le déluge a duré pendant 12 mois, comme il est écrit, Bishnat Sheshmeot Shana Lechaye Noach, Bachodesh Hasheni, Beshiva Asar la Chodesh, donc le deuxième mois, on considère que c'est le mois de Heshvan, Beshiva Asar Yom la Chodesh, le 17e jour de ce mois de Heshvan, Nivkeu Kol Marienot, Teom Rabba, etc., le déluge a commencé. Et quand il se termine, Be'achat Veshesh Meot Shana, l'année d'après, 601 ans par rapport à la création du monde, Bachodesh Hasheni, Beshivra ve'esrim yom la chodesh yavesha haaretz. Donc il est cette fois-ci Bachodesh Hasheni, Beshiva ve'esrim yom la chodesh, c'est le deuxième mois, mais c'est le 27e jour du mois. Il y a donc un an qui s'est passé. Ça a commencé le 17 Reshvan, ça s'est terminé le 27 Reshvan. Vous allez dire, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas véritablement le même jour du mois, puisque là ça commence le 17, ça se termine le 27. On nous dit c'est 11 jours qui séparent la différence entre une année solaire et une année lunaire, puisque nos mois de Reshvan, etc., sont des mois qui sont lunaires. Pour atteindre l'année solaire, 12 mois entiers, il faut lui rajouter ces 11 jours qui sont donnés en commençant du 17 jusqu'au 27 avec les différentes, comment dire, un peu plus, un peu moins. Voilà la première idée, le Mishpat de Ramaboul. Deuxième exemple qui nous est donné par Rabbi Akiva, Mishpat Iyov. Comment dire, tout ce qui est arrivé, l'épreuve qui était avec, que Iyov a connue, Job, a duré pendant 12 mois. D'où on le sait, parce qu'il est écrit dans le livre de Iyov, Ken od haltili yarcheshav, velelot amal minuli. On haltili, j'ai reçu comme héritage, j'ai eu comme part, ma part était yarcheshav,
des mois vains, des mois de misère, velelot amal, et des nuits de souffrance, minouli, on m'a compté, on a donné comme mon sort, mon compte. De là, on déduit, c'est quoi a priori quand le pshat de ce pasouk-là, ken on haltili yarcheshav, velelot amal minouli, beaucoup de parchanim au niveau du pshat, ils disent ben, yarcheshav, c'est le mois de l'été, par rapport à l'élot, c'est le mois de l'hiver, puisque dans la journée de l'été, les mois Yerach Yamim sont des journées qui sont plus sous le signe de le jour est plus grand que la nuit, alors qu'en hiver, les nuits sont plus courtes, plus longues que les jours. Mais le pirouche des Chachamim, qui nous est ramené dans le Seder Olam Rabba, et il nous dit, de la même manière que l'élot Amal Minouli, Kan On Chaltili Yacheshav, de la même manière que les nuits Minouli, la Manouille Shelahem, elles forment elles-mêmes différentes nuits et différentes journées forment finalement le mois. De la même manière, les mois, la manouille chez la M. Et les mois eux-mêmes forment leur entité quand ils sont rassemblés ensemble. C'est une année. Et donc de là, on apprend que Iov a souffert pendant 12 mois. Voilà, deuxième exemple de ce qui est passé 12 mois. Et là, nous dit Rabbi Akiva, de la même manière, Mishpat Mitzrayim, Yudbet Hodesh. Le jugement des Égyptiens, la sanction des Égyptiens a duré 12 mois. Et on nous dit d'où on sait ça. Eh bien, le pirouche, alors retenez-le bien parce qu'on va revenir sur ce passage ensuite. Il est écrit lorsque Moshe va voir Paro, l'esclavage redouble d'intensité de violence. Va yafet sa'am bechol eretz mitzraim les koshesh kash la teven. Le peuple a dû se rechercher dans toute l'Égypte pour ramasser justement la paille qui était utile pour faire les briques, le mortier pour faire les briques des constructions qu'il faisait. Et le pirouche est le suivant. Et Matai à Kashmatsu, et à quel moment de l'année on a justement les blés qui sont là, la paille qui est donnée, Bechodesh, Iyar. Et par conséquent, puisqu'ils sont sortis au mois de Nissan, on considère donc du mois de Iyar jusqu'au mois de Nissan de l'année d'après, ça fait donc 12 mois. Et donc voilà comment on a 12 mois pour l'Égypte. Ce qui va poser un problème assez important, c'est comment rentrer, c'est tout notre sujet au niveau du temps, c'est comment rentrer 10 makot dans 12 mois. Comment arrondir et caser comment dire, si ça se déroule sur une durée de 12 mois, comment on peut avoir 10 makot? À quel moment ça commence, à quel moment ça finit? On va y revenir dans un instant, mais d'abord je finis. Il y a 5 événements qui sont déroulés pendant 12 mois, le déluge, la souffrance de Iov, les plaies d'Égypte, ou en tout cas le jugement des Égyptiens, et le jugement de Gog ou Magog. C'est-à-dire que toute l'affaire de Gog ou Magog dure pendant aussi 12 mois, d'après Rabbi Akiva, et il trouve l'origine de ça dans un passouk du livre de Yesharia, où il écrit « Vekatz alav ha'ayit, vechol behemat ha'aretz alav teheraf ». Il écrit « Vekatz alav ha'ayit », ils seront la pâture des oiseaux, des rapaces et tous les animaux de la terre, alav tererav va fondre sur eux. Mais on l'explique en disant, certains disent vekatz alav milachon kaitz, tout l'été, vechol bemat haaretz alav tererav va passer tout l'hiver. On a donc l'été qui passe et l'hiver qui passe, ce qui représente aussi une année. Et le dernier élément qui retrouve 12 mois, Mishpat Reshaim Bagehinam, le jugement des méchants en enfer, au Gehinam, ça dure 12 mois et pas plus. Et d'où on le sait, parce qu'il y a un pasouk, Ve'aya mide chodesh bechodsho, ou mide shabbat beshabbato, on nous parle plusieurs choses, et on dit Ve'atsu vera'u befigre anashim aposherim. Mide chodesh bechodsho, ils verront le corps justement des cadavres des gens posherim. Mais c'est qui? C'est Pigre Anashim à posherim. On dit Bichodesh Bechodsho, c'est le mois jusqu'à l'année d'après. Comme on dit Yom le Yom, c'est pour dire du jour jusqu'au même jour, un an après. Et donc de là on l'apprend, Mide Chodesh Bechodsho, ce sera comme il écrit Mi Chodesh le Chodesh Nem Asar, c'est le 12e mois, c'est donc au bout d'un an. C'est ce qui fait qu'on récite le Kaddish pendant un an et on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on dit on n'a pas affaire avec un rachat, donc on n'a pas besoin de finir une année, si ce serait le cas pour un rachat. Certains changent et disent Vaya Mide Chodesh Bechodsho, ça nous fait donc un an, mais là ils disent oui, mais il y a écrit aussi Mide Shabbat Beshabbato, et donc d'après ça ils nous disent non, Mishpat Reshaim, Rabbi Yochanan ben Nouri dit Mishpat Reshaim, c'est que de Pessah jusqu'à Shavuot, 49 jours. Shabbat Beshabbato, Shabbat c'est 7 jours,
Mais Shabbatot, quand ça se répète 7 fois, donc on a 7 semaines, on arrive à Shavuot, c'est juste ça, le temps des Rechaim Begelim. Alors, on ouvre simplement le sujet pour l'instant, mais remarquez qu'il y a quelque chose de très important dans tout ça. On nous parle 12 mois, c'est donc la durée de la destruction d'un monde qui existe. Que ce soit le monde de la nature, de la création, c'est le déluge. 12 mois signifie qu'il va y avoir une nouvelle création. Le premier monde est détruit. Le premier univers, on arrive maintenant à une deuxième nouvelle création après la fin du déluge. Mais c'est aussi, lorsqu'on parle de Iov, ce n'est pas le monde de l'univers, mais c'est le monde de la personne, de l'homme individuel dans ce monde-ci. Ce n'est pas des souffrances futures, c'est des souffrances physiques, concrètes de sa fortune, de sa famille, et il en a souffert au niveau personnel. Voilà la destruction du Maboul et celle de Iov au niveau individuel, qui toutes les deux durent 12 jours. Au niveau de l'Égypte, c'est cette fois-ci entre l'individu et l'ensemble de la planète, c'est un pays, le côté national d'un peuple, d'une terre qui a péché et qui est puni pendant 12 mois. Gog ou Magog, c'est l'ensemble des nations, c'est le côté international. Et enfin, le Mishpat Rechaim Bageinam, c'est l'ensemble, je dirais, de l'ensemble de l'humanité, pas dans le monde au niveau personnel, mais de la personne dans le monde à venir, au-delà, pas sous sa forme physique, mais sous le côté punition, morale vis-à-vis de l'homme, du néfèche de l'homme qui est puni pour ce qu'il a fait dans ce monde. Vous voyez qu'on a, à travers ces 5 éléments évoqués par Rabbi Akiva, qui retrouve 12 mois, on se dit après on l'a cherché 12 mois, etc. Il y a une volonté de cadrer un petit peu à tous les niveaux, de l'individu physique, l'individu dans son côté, de l'âme, le côté national, international, l'univers, on a un peu tout qui évoque avec ces 12 jours. Voilà, pour commencer, je dirais, la recherche du temps de la destruction de l'Égypte. L'Égypte est détruite pendant une année. Premier principe. Vous allez voir, tout le monde ne va pas être d'accord là-dessus, mais en tout cas, c'est l'élément de base. Certains nous disent, oui, mais il y a une explication naturelle à toutes ces plaies d'Égypte. Par exemple, Rabbi Yitzhak Abravanel essaie de nous expliquer que comme les saisons de l'année tournent, puisque ça dure une année, alors on a aussi l'un qui entraîne la suivante. Alors il explique ça, au début commence par la plaie du sang qui commence, la première des 10 plaies, à entraîner la destruction du Nil. Le Nil est devenu nauséabond, fétide, transformé en sang, et donc les grenouilles sont sorties du Nil. Les grenouilles sortant du Nil ont été après mortes, amassées, hamarim, et ça a créé au contraire la pourriture qui a atteint la terre. La poussière de la terre s'est transformée en kilim. Donc il essaie de chercher une certaine continuité, comme la continuité du temps, la continuité des différentes plaies. Ce n'est pas des plaies qui avaient l'une après l'autre, il y a l'une qui entraînerait l'autre, ce qui est déjà intéressant. Le Malvi me dit, non mais pourquoi s'arrêter sur quelque chose qui entraîne au niveau de la consistance physique des plaies? Pourquoi pas rechercher quelque chose qui entraîne au niveau moral? Et lui il dit, c'est mida keneged mida. Chaque plaie correspond à la destruction de quelque chose par rapport à où ils avaient péché. Et là, on reprend toutes les différentes plaies d'Égypte. Il nous dit par exemple, le premier, bien entendu, le Nil qui se transforme en sang, eh bien, c'est Mida Keneged Mida, puisque les Égyptiens avaient voulu noyer tous les Ben Aïlod, la mort des enfants. Les Séphardéim, les grenouilles qui sortent, représentent le cri de ces grenouilles, le croissement des grenouilles, comme justement la plainte, les pleurs de toutes les filles d'Israël qui voient leurs enfants morts dans le Nil. Ensuite, ce qui arrive, les kinim, les poules, la vermine qui arrive, de la même manière que les Égyptiens avaient asservi le peuple juif, Behomer ou Bilvenim, de cette boue dans laquelle de la terre, de l'argile du travail de l'esclavage se transforme elle-même en plaie. Harov, les bêtes féroces, c'est que les Égyptiens étaient devenus eux-mêmes des bêtes féroces pour le peuple juif, avaient une violence, une hargne telles que des bêtes, ce sont les bêtes féroces qui arrivent. Des vers, la peste qui arrive ensuite, c'est justement parce que les Égyptiens avaient pris aux Juifs leur propre bétail, et donc ils ont le bétail qui meurt par la peste. Chéride, ensuite, quand on a les ulcères, eh bien parce que le peuple juif avait été désigné par les Égyptiens comme des lépreux, mis à l'écart, et eh bien cette même lèpre a touché le corps des Égyptiens. La destruction du peuple juif qui frappait les makotes, qui est Even et Grof, eh bien, s'est transformé en la grêle qui s'est abattue sur l'Égypte. Et bien sûr, la fin, la destruction des sauterelles qui a détruit
les récoltes de l'Égypte, qui censées être donner la vie à l'Égypte, prises au peuple juif. Rocher, l'obscurité, qui elle-même est le symbole même de la galoute, dans laquelle le peuple juif avait été amené, et Bechorot, la mort des premiers-nés, correspondant à la mort de Béni Bechori Israël. Le peuple juif est appelé Bechor pour Akadosh Baruch Hu. Mais encore une fois, lorsqu'on commence à rentrer dans ce genre d'éléments, on s'éloigne un petit peu de l'idée de la temporalité, puisque là, ça devient un rapport pas dans l'année, dans la continuité des choses, pas dans l'enchaînement des saisons ou l'enchaînement des plaies l'une après l'autre, mais un retour de chaque plaie, Mida Keneged Mida. Alors, il faut revenir sur le temps et entrevoir qu'est-ce qui est dit sur le temps. Comment, la question de fond donc, c'est comment calculer ces 12 mois, ou en tout cas les plaies qui se sont déroulées pendant 12 mois, et l'histoire d'Égypte. Je dirais c'est presque simplement une question de chronologie, mais vous voyez, ce n'est pas du tout simple. Comment rentrer ces 10 plaies? Alors, première explication, je disais tout à l'heure, Rabbi Akiva, dans la Mishnah, cet élément-là est ramené aussi dans le Seder Olam Rabbah. Seder Olam Rabbah, c'est un livre de Hazal qui a fait le décompte de tous les problèmes de chronologie dans le Tanakh. Et dans le Pérec Guimel, c'est le début encore du Tanakh, on a la description de la chronologie des plaies de l'Égypte, de la sortie d'Égypte et donc de ce qui se passe. Et là-bas, parmi les explications qu'on a, on a l'idée des 12 mois. Donc, comment on les rend ces 12 mois? Alors, comment ça marche? Suivant une première explication qui est donnée, c'est le Yahavetz dans son commentaire sur le Seder Olam Rabbah qui l'interprète de cette façon-là. Eh bien, le début de Moshe au buisson avec Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il reçoit sa mission, c'est fait au mois de Nissan. Donc, c'est de Nissan à Nissan. Ensuite, Moshe va chez Paro et dit à Paro, toujours au mois de Nissan, Shalach Ami, renvoie mon peuple. Mais Paro renforce l'esclavage encore plus, et le moment où ils vont chercher de la paille pour faire eux-mêmes les briques, c'est au mois de Iyar. C'était le point de départ de Rabbi Akiva tout à l'heure. Et Moshe attend le mois de Iyar. Au mois de Sivan, il revient une deuxième fois chez Paro, puisque l'esclavage a continué. Il lui donne cette fois-ci le signe du Nachash, du bâton qui se transforme en serpent. Il faut bien distinguer que c'est deux reprises. On a déjà lu la première, c'était la fin de Parashat Shemot. Mais là, dans Parashat Vaera, il revient chez Paro. Là, il y a un mois qui est passé. C'est-à-dire, on est déjà au mois de Iyar. Et Paro n'exauce pas à ce moment-là. Non, alors, le mois de Iyar est laissé pour Paro. Le mois de Sivan, on arrive avec le Tanin. Et le mois suivant, au mois de Tammuz, la première des plaies commence. Et donc, quand on commence de Tammuz jusqu'au mois de Nissan, on a nos 10 mois en question, puisqu'on a éliminé le mois de Iyar et le mois de Sivan, qui étaient en dehors du compte. On a donc les 12 plaies qui correspondent, les 10 plaies qui correspondent aux 12 mois, mais en fait, elles ne commencent pas véritablement à ce moment-là. On considère que le jugement de l'Égypte correspond au moment où Moshe va voir Paro pour essayer de lui dire « fais sortir le peuple d'Égypte ». Voilà une première possibilité d'interpréter le problème. On a le Gaon de Vilna qui a une autre manière de voir les choses, qui est plus complexe. Je vous la donne rapidement parce qu'elle va être très complète. Elle évoque un élément qui n'est pas très clair dans l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est que Moshe, lorsqu'il est arrivé pour parler à Paro, il va tout de suite, le mois de Nissan, au Séné, et il parle avec Akadosh Baruch Hu, mais Moshe voit que l'esclavage redouble et il retourne à Midian pendant 3 mois, de façon à revenir la deuxième fois chez Paro 3 mois après, et on retombe toujours sur la même idée pour arriver au mois de Tammuz pour continuer sur les 10 plaies en question. Là, il y a un élément nouveau qui apparaît, c'est le fait qu'on retourne à Midian. Et cette idée-là est évoquée dans un certain midrash, c'est-à-dire le Gra a pris ça du midrash dans Shemot Rabbah, quand Paro a renforcé Tichba Avoda à la Anashim, que l'esclavage redouble sur les personnes, il est écrit dans le Midrash, Moshe est retourné 6 mois à Midian, ce qui est assez problématique. Alors beaucoup éliminent 6 mois en disant que ce n'est pas la bonne version, c'est 3 mois, même si certains vont prendre l'idée de 6 mois. Si c'est 6 mois, on commencerait les Makot en Tishré cette fois-ci, encore plus tard. Ce qui est intéressant dans ces positions-là, c'est que la sortie d'Égypte ne se déroule pas d'un seul trait ou d'une seule remontée, je dirais, de l'enfer de l'Égypte. Il y a des allées et venues. Moshe va voir Paro, mais il y a un retour. Non seulement l'esclavage se renforce, mais Moshe lui-même fuit à nouveau l'Égypte et revient encore une fois. Et Akadosh a besoin de lui redire retourne cette fois-ci chez Paro. Or nous, on le lit généralement d'une seule traite. On a l'impression que tout ça, c'est la même chose. Mais non, il va voir Paro, ça ne marche pas. Le peuple juif lui-même ne comprend pas parce que Moshe est venu pour augmenter l'esclavage.
il retourne et il revient une deuxième fois. Ça fait partie de tout le processus, qui est un processus avec ses moments plus heureux et même avec ses défaites ou ses éloignements, aliot veyeridot, tel que dit le Midrash. Certains posent la question sur le Midrash, si jamais ça ne fait qu'au mois de Tishri, ça peut quand même aider, résoudre un problème. Parce que si jamais on fait tomber 6 mois plus tard, il y a un principe qui dit, dans le Maseret Rosh Hashanah, que l'esclavage s'est arrêté au mois de Tishrei, Rosh Hashanah. Au Rosh Hashanah, une des choses qui s'est arrêtée à Rosh Hashanah, et c'est très intéressant au niveau du temps, parce qu'on n'a pas tout le temps en tête, entre tous les grands événements qui se sont déroulés à Rosh Hashanah, bien sûr, on a le jugement, etc., on est emporté par les gros événements, mais on oublie parfois cet élément-là. Eh bien, c'est à Rosh Hashanah que le Shi'boud a arrêté. Et donc, d'après cet élément-là, Moshe revient au bout de 6 mois, et c'est à ce moment-là que les Makot commencent. Sauf que pour ceux qui nous expliquent que les Makot ont commencé au mois de Tammuz, ben alors dans ce cas-là, ça fait 3 mois avant. Et donc, il y aurait un moment dans lequel il y a à la fois Makot d'Égypte et à la fois l'esclavage qui continue. C'est très intéressant comme position. A priori, on se dirait, ben non, c'est l'un et ensuite l'autre. Ils arrêtent l'esclavage au moment où il y a les plaies qui commencent, et à la fin des plaies, il y a la sortie d'Égypte. Non, il pourrait y avoir une position qui met qui les place en même temps, à moins qu'on dise qu'il s'agit d'une marloquette entre les midrashim. Certains voient un aspect, d'autres voient un aspect. Mais en tout cas, les balais à Tosafot, dans Masechet Rosh Hashanah, c'est comme ça qu'ils voient la chose, en disant les Makot elles-mêmes ont commencé déjà au Nissan ou un peu plus tard, au début jusqu'au moment, mais l'esclavage lui-même ne s'est arrêté qu'au mois de Tishrei. Il y a une période de Makot et d'esclavage en même temps. Et effectivement, on a cette idée-là qui revient, par exemple, dans la Pesikta et dans beaucoup d'endroits, c'est notamment sur le Midrash sur Shirachirim, on y est Domé Dodi Litzvi, mon bien-aimé ressemble au tzvi, on dit de la même manière que le tzvi monte et disparaît sur les montagnes, hein, on la voit apparaître et ensuite elle descend dans la vallée, de la même manière, il y a des moments dans lesquels on voit Moshe qui vient sauver, mais ensuite, elle semble disparaître. Mais en fait, non, ce n'est pas un véritable éloignement, simplement qu'elle se rapproche, elle est dans un creux, mais elle va revenir ensuite. Et cette idée-là de la Géoula qui vient avec des Aliot et des Yeridot, eh bien, qui n'est pas au rythme auquel nous l'attendions, suivant notre imagination, eh bien, c'est ce qui est évoqué dans ce Midrash. En tout cas, d'après ce principe, on aurait donc Nissan, Iyar et Sivan à Midian, et en Tammuz, Moshe revient. Et donc, à ce moment-là, les 10 Makot restent encore une fois dans les 10 mois, du mois de Tammuz jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'au mois de Nissan de l'année d'après. Alors, après, il faut rentrer dans quelque chose de plus compliqué. C'est-à-dire, oui, mais c'est bien de faire rentrer 10 mois, 10 Makot. Mais comment, dans l'intérieur de ces mois, se sont déroulés les Makot? Ça a duré le mois complet, ça a duré moins. Et là, on a un deuxième élément. Là, on rentre plus en détail dans l'idée. Donc, première idée, tout l'ensemble dure 12 mois. 12 mois, ça peut être le moment où Akadosh commence à dire à Moshe de partir chez Paro. Le moment où Moshe arrive pour parler chez Paro, c'est plus difficile de rentrer la Maka qui commence au début des 12 mois pour qu'elle s'étende jusqu'au mois de Nissan l'année d'après. Même si vous allez voir, c'est une position qui peut être retenue par la suite. Alors ensuite, dans chacun de ces mois, comment se déroule? Si on a 10 mois, 10 Makot, après les 3 premiers mois, Nissan, Iyar, Sivan, on a les 12 mois. Alors là-dessus, il y a écrit la chose suivante. Dans le Midrash Shemot Rabbah, il y a écrit après la première des plaies d'Égypte, Vaimale Shivrat Yamim Achareakot Hashem et Ayor. Se sont déroulés 7 jours après la Maka du Nil. Et là-dessus, on a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nehemia. On ne dit pas qui dit quoi, mais en tout cas, lundi, Hadamar, il y avait 24 jours de Atra'a, d'avertissement, et 7 jours la Maka. Certains posent la question sur le 24e jour, est-ce que c'est un jour qui correspond entre les deux, donc on le compte des deux côtés, ou est-ce que ce serait 23 et 7, peu importe, je veux dire ce détail-là. L'idée est qu'il y a 3 semaines, un peu plus de 3 semaines du mois qui sont consacrées à l'avertissement de la Maka, et 7 jours de la Maka. Et donc, quand il y a écrit, se sont déroulés 7 jours après que la Maka est tombée, donc la Maka a duré 7 jours, et ensuite la suite de l'histoire. La Maka dure 7 jours, et le reste du mois, c'est de l'avertissement entre les deux Makot. Deuxième position, il dit non, il y avait 7 jours d'avertissement. Après la fin de la Maka, se sont déroulés 7 jours d'avertissement, et la Maka suivante est arrivée. Et donc, dans chacun des mois, il y a 7 jours de Maka, et Kaf Dalet ou Kaf Gimel, jour d'avertissement
sur la Maca. Ce qui est très intéressant. 7 jours, pardon, excusez-moi, je reprends. Dans la première position, c'est 23 jours d'avertissement et 7 jours de Maca. Dans la deuxième position, c'est 7 jours d'avertissement et ensuite 23 jours de Maca. C'est une Maca très longue sur le mois. L'essence du mois, elle dure très longuement. C'est pas tout à fait simple cette idée-là. Parce qu'a priori, bon, alors pour la Maca du sang, on peut dire effectivement elle a duré un certain temps. Les Égyptiens eux-mêmes arrivent à participer à faire quelque chose dans ce domaine-là, mais d'autres disent non. Pour ceux qui suivent après, c'est bon pour Dam, Shechin et Vekinim, où on a effectivement cette idée de 7 jours, puisqu'il n'y a pas Moshe qui prie pour arrêter la Maca, mais il y a des Makot dans lesquels Paro demande à Moshe d'arrêter et il l'arrête tout de suite, ou il arrête dès que Paro lui demande. S'il n'a pas attendu 3 semaines de Maca, ou il n'a même pas attendu peut-être 7 jours de Maca. Alors, c'est là qu'explique le Ora Haïm, pour expliquer ce principe-là. Il dit même quand il y avait une Maca, au maximum, c'était une Maca qui pouvait durer 7 jours, ou 3 semaines sur la deuxième position. Mais si Moshe prie, eh bien Moshe arrivait à réduire la Maca de sa durée. Le Moshe Zekeli disait non, même quand Moshe prie, il y avait d'abord 7 jours. Et ensuite, le Paro qui appelle Moshe. Et il y a aussi une position qui repousse, j'allais dire presque tout l'ensemble de ce qu'on a dit, voilà plus ou moins les Makot. Et on a une autre position qui dit, mais pas du tout. Ce Vaïmale Shivat Yamim, pourquoi parler de 3 semaines d'interruption entre les deux Makot, ou 3 semaines où dure une Maka? Les Makot ont commencé au mois de Shvat, et chaque Maka a duré une semaine, donc il y a 4 Makot pour le mois de Shvat, 4 Makot pour le mois de Hadar, et 2 Makot, l'obscurité et les Bechorot, pour le mois de Nissan, et comme ça les 10 Makot tombent dans le mois de Shvat, Hadar et Nissan, c'est qu'à la fin de l'année. Le début de l'année, effectivement, il y a l'esclavage qui arrête, il y a Moshe qui va chez Paro. D'après ce Midrash, les Kartov, on est totalement, on repousse les Makot à la fin, ça ne dure pas une année finalement. Rashi, dans son commentaire sur la Torah, suit le Midrash Shemot Rabbah et il dit, c'est 7 jours, c'est ce que tout le monde connaît en général, 7 jours de Maka et 3 semaines d'avertissement entre une Maka et une autre Maka. Effectivement, dans le Midrash Agadol, on nous dit chaque Maka durait. Alors, voyons, on a différentes positions. Les Kartov nous disent c'était en fait 7 jours de Maka, ça nous fait pour un mois 4 Makot, 2 mois 8 Makot, mois de Nissan encore 2 Makot et l'histoire est finie. On a l'opinion qui nous dit non, c'était un mois par Maka, 3 semaines et une semaine, avec les 2 possibilités, qu'il y a 3 semaines et qu'il y en a une semaine, 7 jours et 3 semaines. Et on a une autre position qui est encore plus, large, toujours pour rentrer dans nos 12 mois, le Midrash Agadol, il nous dit chaque Maka durait un mois et il y avait 7 jours entre une Maka et l'autre. Ce qui est quand même intéressant, cette fois-ci, ça dure un mois et 7 jours. Donc, sauf le Chocher, où il est écrit noir sur blanc, Chodesh Yamim, Shoshet Yamim, et ça revient plusieurs fois. Et bien entendu, sauf la Maka des Bechorot, qui se trouve le soir même de la sortie d'Égypte. Ce qui fait que finalement, nos Makot durent effectivement pendant 12 mois. On pourrait commencer à partir du mois de Iyar jusqu'au mois de Shvat. Il y a 10 mois pour 8 Makot. Et ensuite, le mois de Hadar et le mois de Nissan, ça nous fait exactement la Maka de Chocher plus la Maka des Bechorot le dernier jour. Voilà comment, d'après le Midrash Agadol, on remplit totalement les 12 mois avec les 10 Makot, avec un mois et demi. Vous voyez, alors la question est pour ça qu'il faut donner du sens à tout ça. C'est qu'est-ce qui est recherché à travers tous ces calculs-là? C'est pas simplement une ponctualité des psukim pour essayer d'adapter ce qui est écrit de l'un, ce qui est écrit de l'autre. C'est qu'à travers ça, il y a quelque chose d'essentiel. Même dans l'idée de dire est-ce qu'il y a 7 jours de Maka ou il y a 7 jours de Hatra'a? Est-ce que c'est 7 jours d'avertissement et ensuite il y a la plaie, ou c'est 7 jours de punition? D'après un certain Midrash, qui est aussi dans le Lekartov, que Rabbeinu Bechaye ramène, il dit pourquoi il y a 7 jours de Maka, il parle au début pour le Maka de Dam. Il dit c'est à l'instar même des Sheva Yemenida. Il y a 7 jours de sang. De la même manière, lorsqu'on a les Sheva Yabim qui correspondent à la Maka. Mais on a aussi 7 jours qui correspondent aux 7 jours du deuil. 7 jours du deuil, ce n'est pas l'événement de la mort, c'est l'événement qui suit, qui est après avoir la mort. Comment est-ce qu'on revient? Comment est-ce qu'on se réfléchit? Le Cheshbon Nefesh qui est derrière tout ça, la Teshuvah, et on nous dit que ça correspondrait aux 7 jours de Hatra'a. Mais déjà, on a une petite direction qui commence à se dessiner. Ça dépend, est-ce que c'est la Maka, est-ce que c'est le mal, la plaie, le fléau lui-même, ou est-ce que c'est la réflexion autour de la Maka? Il faut 7 jours pour se préparer à la Maka, comme on a 7 jours de réflexion, mais à travers ça, on n'a pas encore le mois ou l'année. Et là, ça devient très important, remarquez, qu'à travers ces différents midrashim, ou ces différentes positions, il y a quelque chose de très important. C'est qu'on a premièrement l'année, 12 mois qui sont encadrés par les Makot, ou Mishpat Mitzrayim,
que ce soit les Makot ou que ce soit le fait où Moshe commence à parler à Pharaon, on a le mois, qui est quelque chose qui est trait aux 30 jours, la lune, et la semaine, qui est quelque chose qui n'est trait à rien du tout, qui est simplement le côté du Shabbat. L'année, le mois avec la lune et la semaine correspondent aux trois unités de temps fondamentales, manière de compter le temps. La première avec le soleil, la seconde avec la lune, et la troisième, ni dans la nature, ni du soleil, ni de la lune, par la Kedusha, c'est le Shabbat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout défini par un événement naturel, mais par la marque de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Le temps est détruit dans toutes ses dimensions. Il est détruit dans sa dimension des 12 mois, donc de l'année, donc du soleil, et on pourrait dire qu'en premier lieu, pour l'Égypte, eh bien, c'est un culte du soleil, un culte Ra, le dieu solaire, etc. Et la sphère qui représente dans toutes les divinités égyptiennes, ou le disque solaire aussi simplement sur un plan, qui représente cette idée-là. Ça doit durer 12 mois. Pourquoi ça doit durer 12 mois? Pour justement ébranler dans ce côté, solaire, la temporalité de l'Égypte. Mais ça dure un mois. Pourquoi ça dure un mois? Parce qu'un mois, c'est l'autre aspect, l'aspect de la Lune, et l'aspect de la Lune, à part sa représentation dans les différentes divinités de l'Égypte, évoque quelque chose d'autre, évoque aussi et surtout le côté obscur, la lumière qui éclaire dans la nuit. Et l'Égypte avait d'une part ce culte éclairé, solaire, jovien, mais elle avait aussi le culte des ténèbres, de l'obscurité, de ce qui est enterré, de ce qui est englouti, de ce qui est dans le creux, le souterrain, dans ce qui est caché. Et donc la lune représenterait cette deuxième dimension du temps qui est détruite par les Makot Mitzrayim. Et enfin la troisième, c'est la semaine qui est pas dans la nature, qui est entièrement dans la Kedusha. Eh bien effectivement, la base de la révolution contre l'Égypte, c'est d'imposer la semaine. Lorsque les Béné Israël, d'après le Midrash, s'arrêtent le jour du Shabbat en Égypte, déjà pour souffler un peu de l'esclavage, et Paro leur dit, mais pourquoi vous êtes fainéants, nirpim atem nirpim, alish'ou bedivre shaker, puisqu'ils utilisaient déjà à l'époque le Shabbat pour pouvoir lire les Megillot ou ce qu'ils avaient comme tradition qui leur apportait l'idée qu'ils vont être délivrés un jour. Voilà ces trois dimensions-là qui sont détruites. Mais on s'arrêterait, je dirais, ce serait une première approche de tout le problème, si on ne rentrait pas plus profondément dans l'aspect physique des choses. Là, c'est le côté du temps, soleil, lune et la semaine, le côté de la Kedusha, du Shabbat, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond et qui touche un aspect particulier de la nature et du temps et qui mérite d'être approfondi plus longuement. Il y avait à ce déroulement des Makot une conséquence très claire en ce qui concerne le monde détruit par les Makot. Je disais tout à l'heure, les Makot touchent les différents aspects du monde, or il y en a un. Lorsqu'on a la durée des Makot, lorsqu'arrive, il y a Arbé, les sauterelles, mais qui viennent détruire ce qui restait du barad de la Graël. Et on dit Ve'achal et yeter apeleta anisheret lachem min barad. Les sauterelles vont arriver et vont manger ce qui va rester de ce que le barad avait laissé. Et au moment du barad, il est écrit Ve'et kol esev asadeh hika barad, ve'et kol etz asadeh shiber. Alors, la grêle avait détruit toutes les herbes des champs, tous les arbres des champs ont été détruits. Et ensuite, on nous dit, et les sauterelles ont mangé ce qui restait. Mais qu'est-ce qui restait une fois que Kol Esev Asadeh avait été détruit? Voilà la question. Et alors, pour pouvoir permettre à ce qu'il reste quelque chose, et Yeter Apeleta Anisheret Lachem, Rabbi Avraham Ben Ezra ramène un commentaire de Yafet. Yafet, c'était un karaïte, et il avait rajouté, pour donner du sens à ces deux psukim-là, l'idée suivante, eh bien qu'entre Barad et Arbé, entre la grêle et les sauterelles, eh bien, il faut beaucoup de temps se déroule pour laisser le temps à repousser un peu d'herbe qui va être détruite finalement par, par les sauterelles. Ce à quoi Rabbi Yosef ben Kaspi, un des commentaires de Rabbi Avraham ben Ezra, dit mais pas du tout. Quand Ibn Ezra ramène Yafet, à chaque fois il l'évoque, il le traîne, il le dénonce, il s'oppose à ses commentaires. C'est pas parce qu'il accepte cette idée-là, parce qu'il l'a déjà repoussé ailleurs. Lorsqu'il écrit Ve'et kol esev asadeh hika abarad, la grêle avait déjà détruit et kol esev asadeh, Rabbi Avraham ben Ezra avait rajouté un mot. Il a écrit et kol rov, la majorité, pour justement préparer qu'il va rester quelque chose un petit peu. Lorsqu'il est écrit kol, c'est l'ensemble des herbes des champs et des arbres. L'ensemble ne signifie pas la totalité.
Lorsqu'on dit kol peut vouloir dire l'ensemble des herbes a été touché, mais il restait quand même un petit peu, une minorité qui n'est pas touchée, et ce mi-rout a été détruit ensuite par Yeter Apeleta par la suite. Ce qui est important, c'est quoi? C'est donc, est-ce qu'on a besoin d'espacer le temps entre les makotes pour laisser le temps à la terre de redonner encore quelque chose d'autre? Le Ramban dit qu'il n'y avait pas besoin de temps là-dessus. Pour quelle raison? Il dit, mais parce que à quel moment tout ça s'est passé? Mais c'est passé dans un moment particulier. Lorsqu'on prend les dernières makotes, Barad, Arbe, Rocher, Makad Bechorot. Makad Bechorot, c'est au moment de la sortie d'Égypte elle-même. À quel moment se sont déroulés Rocher, Arbe et Barad, ces makotes-là? Le Ramban nous dit, il ne faut pas beaucoup de jours. Barad s'est déroulé au mois de Hadar, et après, au mois de Nissan, Arbe a commencé à manger à Aviv, c'est le Chodesh Aviv. Et on va voir tout de suite qu'il y a un passage qui nous dit qu'elle avait mangé ce qui avait déjà poussé à Aviv. Donc il ne faut pas laisser le temps à repousser quelque chose d'autre, mais elles arrivent vers la fin de l'hiver, au moment du printemps, où il y a différentes pousses qui finalement sont en train de pousser. Les premières, les plus, comment dire, qui anticipent un peu leur printemps, ont déjà été détruites par la grêle, et les suivantes qui étaient un peu plus tardives vont être touchées un peu plus tard. Rabbeinu Bechaye poursuit cette idée-là en disant les 3 makot se sont déroulés au mois de Nissan, Arbe, Rocher ou Makad Bechorot. Et les 7 makot qui précèdent se sont déroulés dans les 11 mois. Ça pose problème. Si on en met 3 pour le dernier mois, qu'est-ce qui se passe avant? C'est là où le Rabbeinu Bechaye propose encore une autre explication à ce qu'on disait précédemment. Il dit, le 15 du mois de Nissan, Moshe a le Séné. 7 jours, c'est un point intéressant, je reprends l'histoire à son début. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe. Moshe refuse de partir en mission, refuse la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, d'aller sauver le peuple juif. C'est que le 7e jour que Moshe accepte, on le dit parce qu'il est écrit Gam mitemol, gam mishilshom, gam meaz dabercha el avdecha. Moshe est refusé, il lui dit, je suis depuis hier, avant-hier, depuis qu'il m'a parlé, ça fait hier, avant-hier et un jour d'avant, 3 jours. Comme il est écrit gam, 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 ça rajoute encore un jour, ça fait 6 jours. Et les Chachamim veulent préciser la mission de Moshe qui est donnée elle-même dans 7 jours, pour redonner cette unité du Shabbat au niveau du rôle que Moshe prend sur lui après avoir été au buisson. Mais ensuite, on tombe sur le 21 du mois de Nissan, il retourne à Midian, il repart en Égypte. Pendant 3 mois, effectivement, les différents parlers avec Paro, et au mois de Av, on a la Maca de Dam. Donc, Iyar, Sivan, Tammuz sont les 3 mois en question, et ensuite, on a le Maca de Dam et de Av. Il y a un mois dans lequel il y a Arevacha, alors très original, là, c'est pas, d'attente, c'est le mois, et au mois de Elul, on reprend les Tzfardéa, etc., jusqu'au mois de Hadar, on arrive à la Maca d'Arbé, et ensuite le mois de Nissan, les dernières Makot. Ça nous permet d'avancer un peu avant, mais ça crée un problème extraordinaire. Et le problème extraordinaire, c'est celui sur lequel je vais essayer de m'attarder maintenant, c'est le problème du printemps. C'est le problème de ces psukim qui nous dit les choses suivantes. Vea pishta, vea seora, nukata, qui a seora aviv, vea pishta, givrol. La pishta, c'est le lin, a seora, c'est l'orge, nukata ont été rasés, ont été abattus. Qui a seora aviv, parce qu'elle était déjà en pousse, comme au printemps, aviv. Vea pishta, givrol, et la pishta, donc l'orge était déjà en épi, la pishta, elle était déjà en fleurs, et donc elles ont été rasées. Mais ensuite, il est écrit Vahita va kusemet lonuku qui a filotema. Par contre, le blé et kusemet, c'est l'épeautre, lonuku n'ont pas été rasés, n'ont pas été abattus, qui a filote qu'elles étaient tardives. Et là, c'est intéressant. On a donc, au moment de Barad, certaines pousses qui se trouvent au printemps. Eh bien, il faut reprendre nos calculs et demander à quel moment arrive le printemps. Alors, lorsqu'on disait tout à l'heure certaines opinions, par exemple les makotes qui commencent au mois de Shvat, c'est facile, on arrive au Barad à peu près vers Purim. On pourrait dire Purim, ça commence déjà à être, certaines pousses peuvent déjà se préparer au printemps. Oui, mais pour ceux qui parlaient des 10 mois sur lesquels arrive le Barad, on arriverait, que ce soit pour Rabbeinu Bechaye à Arbe au mois de Hadar, ou alors on aurait même le Barad, d'après l'explication de début, qui arriverait au mois de Tevet. Au Tevet, on appelle ça le printemps, c'est quelque chose qui pose problème. Et ça a été longuement débattu pour essayer justement sur cette base-là, essayer de remettre en question, de repousser
comment dire, les différentes explications qui ont été données. Alors, bien sûr, il y en a certains qui disent, ben, il n'y a pas de problème, c'est une preuve, justement, qu'il faut considérer que le Barad est arrivé au mois de Hadar. Et donc, on arrive vraiment à les Makot vers la fin. Ils disent, non, il est possible qu'en Égypte, puisqu'il y avait le Nil, il y avait l'eau, la chaleur, un certain climat qui permettait au contraire de voir que la terre apporte plus tôt et les fruits, les récoltes mûrissent un peu plus tôt, et donc on pourra voir un mois ou deux avant déjà la présence du printemps. Certains disent, ça dépend à quel moment arrivent ces récoltes-là. Ce pirouché, cette question a été posée par un chacham des Balais à Tosafot, qui s'appelait Rabbi Shlomo de Château-Landon, en France, et il a été ramené par un chacham des Balais à Tosafot, Rabbi Chaim ben Paltiel, et qui dit non, ça dépend de quel moment on fait les semailles. Les zriotes qui sont faites en caïtz, au moment de l'été, arrivent beaucoup plus tôt, et dès le mois de Tevet, on commence déjà à avoir les premières récoltes. Et donc, on avait ici des semailles plus précoces par rapport aux autres explications là. Certains remettent toute la question en l'air et disent non, qui a filote Ena, on traduit elles étaient tardives, il dit non, qui a filote pile et plaot. Pile et plaot, c'est quelque chose de l'ordre du merveilleux, c'est de l'ordre du magique, c'est le genre de, comment dire, de l'histoire où on n'a pas besoin de chercher la vraisemblance pratique. Oui, d'accord, mais pourquoi on nous parle du Aviv? Et là, ça devient un problème important. Il y a, la première fois, apparaît pour nous dans notre paracha, la notion de Aviv. Et elle est très importante parce qu'elle nous donne, au-delà de la temporalité, la conséquence de la temporalité sur la conduite morale. Et là, il faut commencer à approfondir le sens un peu de toutes ces questions-là. On a l'impression de parler simplement de journée, de mois, l'année, à quel moment, quel mois, etc. Mais il y a beaucoup plus que tout ça. Et là, on reprend la suite des Chachamim qui nous donne quel est le sens du fait qu'une partie, le lin et l'orge, a déjà été détruite, mais le blé et l'épeautre est encore. Pourquoi il y a ce double temps des makotes pour la destruction à deux niveaux? Il ne se déroule pas d'un seul coup. Et ça, c'est un passou qui est donné dans la Torah et qui est développé ensuite par les Chachamim. Je sais que vous n'allez pas tout de suite écouter Akadosh Baruch Hu. Et là-dessus, les Pirouchim me disent que ça veut dire Terem Tireoun, vous n'écouterez pas Akadosh Baruch Hu, il explique. Rav Sadia Gaon, première explication de ce temps-là. Il dit voilà, ce qui a été détruit a été détruit. On ne peut pas prier pour ramener la destruction. Et ça ne peut pas être ramené. Il y a un prix à payer. Vous n'avez pas encore accepté de sortir le peuple d'Égypte. Je ne peux pas prier pour rétablir quelque chose qui a été détruit. Il y a un principe dans la Maseret Brachot qui dit quand la catastrophe est déjà arrivée, il n'y a plus à prier pour rétablir la catastrophe. La catastrophe s'est produite. Maintenant, on voit comment, de l'avant, éviter plus grave que ça. Il y a volontairement deux niveaux dans la destruction de l'Égypte pour bien montrer que, de façon anticipée, une partie a été détruite dans les récoltes, mais il reste encore. Et on ne pourra pas rétablir, d'après Rav Sadegon, on ne pourra pas rétablir, on ne peut pas prier sur quelque chose dont le temps est déjà passé. Le Ramban prend cet élément-là pas pour rétablir ou à réparer le mal qui a déjà été fait ou les makotes qui ont déjà été reçues, mais pour la suite. Il lui dit, mais j'ai gardé encore des choses qui n'ont pas tout de suite été détruites. Terem Tireoud, vous n'avez pas encore écouté, mais il y a encore de quoi sauver. Il y a encore quelque chose qui n'a pas été détruite. Si vous continuez, ça aussi va être détruit. Vous avez de quoi vous reprendre. Si la destruction était totale du premier coup, eh bien, dans une destruction totale, il n'y a plus raison de faire teshuva. On a déjà tous été détruits. Tout ce qui pouvait être détruit a été détruit. Mais dit non, j'ai gardé une partie des éléments pour la suite parce que vous pouvez encore sauver quelque chose. Il faut laisser un espoir au mécréant pour pouvoir lui permettre de faire teshuva et garder quand même quelque chose. Il y a encore de quoi craindre la suite de la punition d'Akadosh Baruch Hu. Il y a comme un appel secret, sous-entendu, à la teshuva. Vous pouvez encore sauver ce qu'il reste à sauver. Peut-être pas a posteriori ce qui a déjà été détruit, mais pour la suite. Il y a encore une autre explication qui est donnée justement par le fait qu'il reste quelque chose, c'est de dire prier à Akadosh Baruch Hu, tout n'a pas encore été détruit. Et je sais déjà pourquoi vous ne ferez pas teshuva, parce que voyant qu'il reste quelque chose, vous avez encore le Yetzer Hara
leur cœur endurci à vous dire, bah, de toutes les manières, tout n'est pas perdu. Tant qu'il reste un espoir, c'est pas l'idée. L'idée du Ramban était intéressante, c'était de dire vous avez de quoi faire teshuva. Là, c'est peut-être dans l'autre sens. Malheureusement, je sais que vous ne reviendrez pas. Pour quelle raison? Mais parce que je sais que avec le- ce qui reste, tant qu'il restera quelque chose, eh bien encore le cœur endurci va continuer à se révolter, à ne pas accepter Akadosh Baruch Hu, puisque vous avez encore l'impression qu'il peut rester quelque chose. Rabbi Eliezer Ashkenazi propose encore une autre explication et il dit il est écrit à Seora va Pishta Nuku et à Chita va Kusemet lo Nuku. Et il dit pourquoi? Parce que celles-là ont déjà eu le temps de s'endurcir, elles ont poussé et elles sont déjà devenues assez solides de façon à ce que lorsque la grêle est venue, elle les a détruites. Par contre, la Chita et la Kusemet n'ont pas été frappées. Pour quelle raison? Lorsqu'il dit qu'il y a Philot et Ina, parce qu'elles sont encore toutes faibles. Et étant faibles, elles plient, mais ne rompent pas. Donc, justement, l'idée, c'est de voir sur la base de la nature la conduite morale à avoir adoptée. Voyez, prenez leçon de ces différentes pousses. Celles qui se sont endurcies ont été les premières à être balayées, alors que celles qui, au contraire, étaient encore frêles, n'ont pas été détruites. Les olam, dit le Talmud, yé adam rach kakane, valiye caché kaerez. Il faut être. Alors, le roseau qui plie mais ne rompt pas, La Fontaine l'avait pris bien avant lui à ce passage-là, vieille image qu'on avait déjà chez Ésope, qui est reprise chez les Chachamim, mais qui est adoptée ici. La conduite modeste qui justement arrive à, par sa fragilité, devient plus solide que celle qui, par sa force et son assurance, est tout de suite éliminée. La langue de la nature est la langue de la morale, et la langue de l'enseignement que Moshe veut enseigner. C'est très bien. Mais encore un point important, et c'est le point du mot de Aviv dont je parlais tout à l'heure. On arrive dans notre paracha de manière particulière à avoir l'idée du Aviv. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. D'où vient ce mot Aviv et que signifie le mot Aviv? On était dans la temporalité, le temps. On a commencé au mois de Nissan, Chodesh Aviv, on termine au mois de Nissan, on a 12 mois. Pour certains disent on les commence les 2 derniers mois vers la fin, d'autres. Mais tous sont d'accord qu'il y a quelque chose qui a trait au mois de Aviv. C'est le mois de Aviv qui finalement détruit totalement Barad et Arbé, la nature. Et c'est au mois de Aviv qu'on va célébrer la fête de Pessah, Chodesh Aviv. Il y a un besoin d'adaptation entre Pessah et le mois du printemps, ce qui est un problème pas simple, parce qu'au niveau du calendrier tel qu'il est fait, il faut bien garder qu'on reste dans la Tkoufa, dans le même temps. Or, on a une tendance à ce que notre calendrier, par les petites, il est très précis, mais malgré tout, il y a un certain retard qui s'accumule, qui fait qu'on risquerait, dans une certaine période, on a encore plusieurs, milliers d'années, mais en tout cas, avant d'arriver à ce que le calendrier soit déplacé du mois d'Aviv. On a le devoir, on l'espère d'ici là, le Mashiach, on reprendra un calendrier qui ne sera pas calculé, mais qui sera suivant les témoins. Et dans ce cas-là, les Chachamim peuvent changer les années pour garder le Pessah qui tombe au Chodesh à Aviv, notamment avec le fait de doubler le mois de Hadar pour garder Pessah dans ce mois-là. Mais d'où vient le mot Aviv? Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a chez nos maîtres 2 origines qui sont proposées pour le mois de Aviv. On le retrouve dans le Chodesh à Aviv ici, et on le retrouve dans différents passages dans lesquels on dit Aviv, c'est 2 aspects. Premier aspect, eh bien, c'est Milachon Av Bechor Rishon Levachel Aperot. C'est le premier. Le premier, comme il est écrit, Lirot Be'ibe Anachal. C'est quoi Ibe Anachal? Au Rodenu Be'ibo, quand les jeunes pousses qui sont encore toutes fragiles, toutes frêles, ce dont on parlait jusqu'à maintenant. Le Chodesh à Aviv, c'est le Chodesh dans lequel on a justement Lachon Ibo, les premiers pousses, les premiers fruits. D'ailleurs, certains disent, d'où on arrive à ce mot Ibo, Ibé, Anachal, on a le mot, le fruit, qui est appelé dans le livre de Daniel, Ve'inbe Sagi. Et ces fruits, on parle d'un arbre dans ce rêve de Nebuchadnezzar, qui est Inbe Sagi, qui a des fruits qui sont très grands, comme on dirait Tenouva. Tenouva, Niv, c'est le fruit de la parole. Le Navi lui-même est basé sur l'idée de quoi? De l'idée de Niv, c'est le fruit de sa parole. C'est celui qui justement va pouvoir porter une certaine parole. Donc l'idée de ce Ibé Anachal ou de Aviv, c'est le moment où la nature nous donne justement le produit
de ces fruits, les premières pousses, le moment dans lequel on a quelque chose de tout nouveau, comme Ibé Anachal, les pousses qui sont au bord d'une rivière, comme la parole est justement le fruit de l'esprit du prophète. Mais on a une deuxième lecture qui nous est ramenée. Je disais, le Rachid dit, c'est la Lachon Av ou Milachon Bechor. Lachon Av, Aviv, c'est à la fois l'origine, c'est le moment du départ. C'est le moment qui va justement donner, la nature commence à enfanter quelque chose. Elle peut parler de l'enfant, du produit, de la tenouva, du fruit, mais elle peut parler aussi au moment de l'origine. C'est le moment dans lequel la nature va maintenant donner naissance à un monde nouveau. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'y a pas simplement l'idée du produit, mais l'idée de l'origine, même dans le mot français, puisque le mot printemps, lorsqu'on le traduit du mot aviv, c'est prime et tempus, le premier temps. Donc il y a justement cette idée de les primeurs, ce côté premier. Mais on a aussi l'idée d'ouverture. Dans l'ancienne étymologie du mois avril, on disait qu'avril, ça vient de aprire, la nature qui s'ouvre. En fait, c'est quelque chose de païen. April, apparemment, vient de Aphrodite, l'idée de la jeunesse, justement, de l'enfantement de quelque chose de naître. Et c'est très intéressant. Derrière ce qui aurait pu être une origine totalement naturelle, avril, la nature qui s'ouvre, aprire, l'esprit idolâtre a placé une divinité. Aphrodite, celle justement qui s'ouvre derrière la nature, l'idolâtrie se dessine dans la pensée grecque. Pour nous, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'à travers ces deux sens-là, on a dans l'idée de Aviv deux aspects. Et peut-être on pourrait dire quand même le redoublé de Aviv, celui-là, nous donne les deux aspects. C'est à la fois ce qui va donner l'origine, c'est à la fois ce qui est comme un Av et des Toladot, le principe de départ, et qui va être le principe de la suite de développement de la nature, comme ça va être le principe de la sortie d'Égypte, du départ de l'histoire du peuple juif, la naissance de quelque chose, mais c'est en même temps le premier fruit, la première pousse, le premier moment dans lequel on a quelque chose qui justement apparaît. Et ces deux aspects sont présents en même temps, même lorsqu'on va dans le côté midrashique de la chose. Le Al-Shir, lorsqu'il explique le passouk de Shir HaShirim, Be'ibé Anachal, il dit c'est quoi Ibé Anachal? Eh bien, il parle justement, c'est les jeunes pousses qui sont encore en train d'écouter l'enseignement du maître, du père, de celui qui est là pour enseigner. Les Avot enseignent Be'ibé Anachal, c'est la jonction à travers l'étude d'une génération qui transmet à la génération qui va poursuivre, perpétuer cette idée-là. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on a à travers ça le côté, la dualité du printemps qui est évoquée dans notre pasouk. D'un côté, l'éveil de la nature, d'un autre côté, le moment dans lequel il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire, un nouveau, comment dire, on change, oui, mais il y a un grand risque. Et le grand risque est le suivant. Si est-ce que ce printemps-là est à la bonne date ou est-ce qu'il n'est pas anticipé? Là, on a un danger. Le printemps de Pessah, c'est très bon, mais ceux qui avaient poussé trop tôt, hein, est-ce que le printemps anticipé ou l'hiver retardé, c'est la destruction? Et j'allais dire que tout au long de l'histoire, ce problème se repose. On pourra en voir à différents moments. Lorsqu'on a parlé de printemps, les dernières années, on parlait du printemps arabe, mais parce qu'on remonte au 19e siècle, au printemps des peuples, au progrès pour différents peuples libéraux dans différents domaines. Oui, mais en même temps que ce printemps arrive, ils ont préparé ce printemps des peuples, des évolutions qui nous ont donné finalement au XXe siècle un certain enfer, un moment terrible de ces mêmes origines, que ce soit par dans la version stalinienne ou la version nazie. Or, c'est quelque chose de très intéressant. Est-ce que dans l'idée de Aviv, qui commence la sortie d'Égypte, ne se trouve pas justement une des problématiques essentielles de la progression du temps? C'est qu'il y a quelque chose qui nous permet d'avancer, d'aller de l'avant, et comment créer malgré tout la continuité avec ce de quoi on revient. Il y aurait deux tendances. La première, c'est de rester ancré, simplement retourné, rabougri sur le passé, simplement, dans une force conservatrice, et on aurait une autre qui est fuite vers l'avant en se détachant du passé. Comment transformer Aviv pour que ce redoublé de Aviv nous donne à la fois le Av et à la fois Ib, le Ibé Anachal, l'enfant qui est né, la Tenouva, ce qui va justement sortir de tout ça. Il me semble que l'inspiration profonde de toute l'entreprise du renouveau du peuple juif dans sa terre a pris sa racine dans cette racine-là. Pour quelle raison? Pour la raison que on a quelque chose de très beau, et tout le monde connaît, mais je rajouterai peut-être un petit détail à cette idée-là, c'est que la ville de Tel Aviv, justement, a pris le Aviv en son centre pour pouvoir traduire à travers ça une idée essentielle. Parce que les gens disent en général, Tel Aviv, c'est la colline du printemps.
voilà, l'idée de l'originalité, de la nouveauté, de la nature, etc. D'ailleurs, à une certaine époque, ils avaient parlé de Neve Yafo, ce qui est très intéressant dans Neve Yafo. Yafo Hadasha, puisque ça commençait de Yafo, et on avait la beauté, Yafefia, etc. On avait même certains qui ont proposé Aviva, pour parler justement du printemps tout seul, ou Herzliya, avant que ce soit Herzliya plus au nord, pour mettre Herzl à l'honneur. Ceux qui connaissaient un peu plus savaient que c'était un pasouk de Yehezkel, où il y avait le mot Tel Aviv, mais qui ne se trouvait pas en Israël. Mais on n'a pas véritablement percé la grandeur de ce mot-là et de ce nom de Tel Aviv, et je crois qu'elle a été le mieux expliquée par André Neher dans son livre de l'hébreu au français, dans l'introduction du livre, qui est consacré à la traduction, pour expliquer comment comprendre, et il trouve que c'est la traduction, comment dire, un bijou de traduction, puisque l'origine était qu'il y avait au départ ce quartier Ahuzat Baït en 1909. En 1910, les habitants se sont rassemblés pour créer justement une nouvelle ville, et ils l'ont appelé Tel Aviv, au nom de quoi? Au nom du livre de Herzl, Altneuland, qui a été traduit par Nahum Sokolov en étant appelé Tel Aviv. Donc ils ont pris la traduction du roman d'anticipation de Herzl et ils l'ont appelé Tel Aviv. Ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que certains ont complètement perdu la beauté de cette traduction-là. Et dans les différentes traductions qu'ils ont suivies, notamment les dernières, en 1997, ils ont retraduit Altneuland, ils l'ont laissé Altneuland. Herzl devait se retourner dans sa tombe, ou peut-être pas Herzl, puisqu'il avait quand même l'allemand à l'honneur, en n'imaginant pas l'hébreu, mais tous les pères fondateurs, notamment la renaissance de la langue hébraïque et Ben Yehuda et par la suite, à vouloir retrouver de l'hébreu, puisqu'on est passé de Altneuland à Tel Aviv pour retraduire aux éditions Babel en 1997, il y a une trentaine d'années, le Altneuland. Bah oui, c'est pour faire un tour complet pour retomber sur de l'allemand. Ou même des traductions, à mon avis, qui ont perdu toute la beauté dans deux traductions intermédiaires dans les années 30 et les années 60, où on avait traduit ça Altneuland, Eretz, Atika, Hadasha. Ah bon, d'accord. Eretz, Altneuland, Eretz, la vieille ancienne terre, vieil ancien pays. Bon, d'accord, bon, on a perdu toute la beauté de toutes ces choses-là. Or, la raison de cette traduction-là est fondamentale, et Nahum Sokolov l'a expliqué lorsqu'il explique pourquoi est-ce qu'il a traduit de cette façon-là, et André Neher la reprend lorsqu'il explique la traduction, c'est qu'il y a une réussite parfaite, tant au niveau du style, au niveau de la forme, qu'au niveau du fond. Au niveau de la forme, d'abord, eh bien, vous aviez Alt, Ne, Land, 3 syllabes, et qui sont données dans le mot Tel Aviv, exactement la même chose. Alors que quand on nous dit Eretz, Hadasha, Yeshana, Watika, Yeshana, Yeshana, Hadasha, on a tout à fait perdu cette perfection du style, du rythme et des pieds du mot lui-même. Pas dans la longueur, mais dans justement un mot qui comprend ces trois idées-là. Deuxièmement, c'est une langue classique, au même titre que Altneuland a rappelé dans la conception de judaïsme européen Altneuschule, l'ancienne nouvelle synagogue de Prague, qui est elle-même justement portée vers quelque chose de très profond, c'est-à-dire le passé de l'histoire juive, de l'exil, d'une communauté juive, symbolique, Prague, le Maral de Prague, toutes ces idées qui tournent autour, qui inspirent justement l'idée de parler de Altneuland, cette fois-ci, dans la traduction d'Herzl. Or, maintenant, en passant à Tel Aviv, eh bien, on a exactement la même chose, puisque Tel Aviv est une bourgade de Babylonie, où se trouve Yechezkel, et de cette boulevard de Babylonie, qui donc, dans l'esprit du livre de Yechezkel, fait parler de la galoute, est transformé maintenant en Eretz Israël. Vous voyez qu'il y a exactement le même passage de l'allemand Altneuland au Tel Aviv en hébreu, avec ce même passage de la galoute vers Eretz Israël. Mais le troisième, et peut-être le plus important, c'est justement l'idée de Tel et de Aviv. Aviv donne le printemps, c'est vrai, mais Tel donne la destruction. Tel, c'est pas simplement la colline. Tel, c'est une colline, pour ceux qui font de l'archéologie, c'est un amas justement détruit. C'est une ruine, c'est la ruine du printemps. C'est le moment dans lequel on a la destruction de quelque chose qui va finalement retrouver le Aviv. Au même titre que Altneuil, c'est pas simplement l'ancien et le moderne en même temps, c'est quelque chose qui est dépassé, c'est une vie qui est mise à l'écart pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. C'est la dialectique de l'ancien et du moderne et du nouveau
qui est présenté là-dessus. Or, qui mieux que Yechezkel, qui parle des Hatzamot et Yeveshot, pour parler justement de les os qui sont morts et qui vont finalement revenir à la vie, pour parler de l'ancien et du monde. Mais ça va encore plus loin que tout ça, parce qu'on a certaines comment dire, recherches de la langue qui nous disent, mais d'où venait le mot Tel Aviv à Babylone? Ce n'était pas de l'hébreu à l'origine. Le mot de Aviv lui-même viendrait apparemment d'après un mot akkadien qui se disait Abibou et qui voulait dire le Maboul, la destruction. C'est quand même fabuleux. Le mot Aviv, qui a donné en hébreu le printemps, est lui-même dérivé d'un mot Abibou qui voulait dire le Maboul, la destruction. Et donc, en fait, lorsqu'on dit Tel Aviv à Babylone, ça voulait dire la colline, la ruine, de la ruine, de la destruction. Les deux mots signifiaient la destruction. Et la transformation, et c'est ça toute la beauté de la prophétie, Yechezkel a transformé Tel et Aviv, qui signifiait la ruine, Abib, le déluge, dans les deux aspects, à quelque chose qui parlait de la ruine, certes, mais de quelque chose de nouveau qui revient derrière tout ça, et qui transforme elle-même le rapport du passage à quelque chose qui va refleurir après le déluge, qui va finalement, après la destruction, après les malheurs, après la galoute, redonne force en Israël. Il y en a certains qui ont pris l'aspect opposé, d'ailleurs, c'est important à remarquer. Là, on avait de l'origine, comment dire, dans l'akkadien, le Tel et le Aviv, les deux donnaient la destruction. Vous avez une autre ville qui s'appelle par exemple Addis Abeba. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Addis Abeba. Addis Abeba, c'est quoi? Abeba, c'est même racine. C'est Aviv. Addis, c'est la fleur qui donne l'idée du hidouche. Addis, vous l'entendez, etc., dans la même idée, c'est le hidouche et le Aviv en même temps. On est entièrement que dans le nouveau. On est vraiment la fleur du printemps, c'est merveilleux comme ville. On célèbre la nouveauté. On a Addis Abeba d'un côté, ça c'est la fleur du printemps, la fleur de comment dire, le nouveau, le hidouche du Aviv. On a de l'autre côté le tel du Maboul, et entre l'Acadien et Addis Abeba de l'autre côté, on a la position juive qui se trouve à mi-chemin entre les deux, qui connaît le côté vivifiant, novateur, comment dire, de ce qui va fructifier à partir du printemps, mais qui est aussi consciente de tout ce qui a été avant cela détruit, de toutes les ruines sur lesquelles vont finalement revenir le peuple juif dans son pays. Et de ces ruines-là, comment lui redonner l'existence. C'est peut-être ça l'un des problèmes, comment dire, des défis les plus importants du rapport au temps que nous avons dans la Torah. On a l'année, le mois, la semaine, et on essaie de voir comment la côte d'Égypte, les plaies d'Égypte ont finalement détruit aux différents niveaux, dans les mois, sur 12 mois, sur une journée, etc. C'est très bien. Ça, c'est le premier aspect des choses. L'aspect, je dirais, de la destruction pour l'Égypte. Oui, mais pour le peuple juif, apprendre et lire les Makkot d'Égypte, c'est pas simplement voir la manifestation de la punition d'Akadosh Baruch Hu pour ceux qui ont sévi contre le peuple juif. C'est à travers elle tirer un enseignement qui pour nous sera vivifiant. C'est une Torah, c'est quelque chose qui va finalement nous donner à nous grandir. De quelle façon? Eh bien en prenant justement conscience de ce moment du Haviv, de cette difficulté pour Paro d'accéder à ce Haviv. Il est venu en Nissan, il repart, comment dire, l'esclavage se termine en Nissan. Voilà le moment qui aurait pu être le moment de l'ouverture, où du Haviv arrive quelque chose de nouveau. Pour Paro, possibilité de Teshuvah, eh bien le cœur endurci, Paro s'acharne à continuer l'esclavage du peuple juif. Eh bien malgré cela, le peuple juif voit comme ça la fête Haga Aviv, le mois de Pessah, comme le moment où il va pouvoir retrouver quelque chose de nouveau. Et c'est, comment dire, inspiré, je dirais, par une inspiration très haute que ce roman de l'allemand a été traduit Tel Aviv. Et peut-être aujourd'hui, c'est de notre devoir de ne pas accepter ce qui parfois nous est présenté comme étant d'un côté la ville nouvelle, moderne, qui va, comment dire, qui fuit vers l'avant, Tel Aviv, libérale, qui vit à, comment dire, à toute vitesse dans la modernité, et de l'autre côté, Yerushalayim, la ville de la Kedusha, la ville qui, comment dire, de la tradition, qui nous rattache justement à l'histoire juive. Ce n'était pas ce qui était dans la pensée des fondateurs du pays d'Israël, c'est que dans la ville même de Tel Aviv se trouvait l'association entre ces deux aspects-là, et c'est peut-être notre rôle de ne pas abandonner le côté, comment dire, vivifiant du Aviv et le laisser simplement retourner vers le côté aboubou, acadien, du Maboul, qui s'est viré dans les endroits qui n'ont pas mérité. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Chouraki, pour passionnant. Et si vous pouvez ouvrir les micros, poser vos questions et vos remarques.
Merci beaucoup, Rav Chouraki. J'avais une question, je ne sais pas si je sors peut-être pas du sujet, mais concernant le terme donc aviv, on a un passouk dans Yov au Perek Kaftet qui parle de la jeunesse comme étant qui a été bimé chorpi, comme ça le Mhm. Malbim a l'air de dire que le Oui, choref serait la jeunesse. Est-ce que oui, oui. Est-ce que oui? Finissez pas la question là. Je Le vous micro entends, mais était bloqué. le micro était bloqué à la fin de la question. Ouais, c'est mais rallumé. Oui, oui, pardon, ça s'est j'entends. rallumé? Oui, Voilà, excusez-moi, non, je j'entends disais bien du le coup, passouk de Choref pour parler de la jeunesse, oui, effectivement. est-ce que du coup le aviv serait pas plutôt la vieillesse? Ça, Non, non, alors, non, c'est pas ce aspect des choses. La question et c'est effectivement, c'est appelé sous cette idée de Choref, parce que l'idée, il y a deux aspects, disons, pour parler justement de la jeunesse. Il y a la première, c'est celle dans laquelle elle manifeste déjà ses premières pousses, et donc on est totalement dans la jeunesse du printemps, ça c'est clair, mais on a peut-être quelque chose qui précède encore avant, c'est le moment où la chose n'a pas encore même éclos, est encore même absente, semble être encore souterraine, mais à ce moment-là, elle prépare déjà quelque chose. L'optimisme de la Torah, c'est de voir la conception de la langue hébraïque, c'est de voir que le choref, on aurait pu présenter ça d'un autre aspect. La jeunesse, c'est le printemps, et la mort, c'est l'hiver. Et puis c'est tout. Oui, ce serait la mort l'hiver s'il n'y aurait qu'après l'hiver rien du tout. Ce seraient les eaux desséchées qui ne reviennent pas à la vie. Mais dans la conception juive, ce qui semble être dévasté, ce qui semble être la mort, eh bien, on sait bien que c'est le moment qui est en train de préparer la vie. C'est un moment de gestation, c'est un moment justement qui prépare à bonifier ce qui va sortir ensuite. Donc, ce n'est pas pour nous des eaux qui sont perdues, desséchées, c'est des eaux qui vont finalement reprendre. Donc, c'est cet aspect qui précède même déjà. Alors, vous remarquerez qu'on ne célèbre pas le printemps au printemps. C'est Pessah, bien sûr, on le célèbre au printemps, mais on commence à le célébrer bien avant. On commence à le célébrer à Toubishvat. Or, à Toubishvat, il n'y a pas encore les pousses. Toubishvat, ce n'est pas le moment où on voit les premiers fruits ou les premières choses dans l'arbre. Toubishvat, c'est le moment où on sait qu'à l'intérieur de l'arbre, il y a l'eau qui commence à alimenter, à remonter pour essayer d'alimenter les arbres. Il y a toute une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai pour savoir à quel moment il se produit quelque chose dans l'arbre. Comment dire, on pourrait même entendre, d'après certains disent, à ce moment-là, le suintement intérieur de l'arbre, la sève, effectivement, qui nous permet comment dire, d'entendre la vie qui est en présence. Donc, on la célèbre avant même de la voir. Et pour revenir même sur Tel Aviv, toujours dans cette même ordre d'idée, le peuple juif a célébré avec Toubishvat, c'est-à-dire pendant l'hiver, et pas encore au printemps, pas à Pessah, déjà le retour en Israël, puisque de manière historique tout au long de l'histoire, Toubishvat, c'était la fête d'Eretz Israël. Avant Yom Ha'atzmaut, avant le moment où on célèbre le retour lui-même, c'est que dans la galoute, dans des moments où on était loin d'Israël, on avait déjà l'assurance, la certitude de voir le retour dans le pays d'Israël, la terre qui redonne ses fruits. Et chaque année, au moment où on voit au milieu de l'hiver le début, j'allais dire, l'allusion, le clin d'œil divin que la terre est en train de revivre, on voyait en ça le clin d'œil divin qu'Akadosh Baruch Hu va nous ramener un jour dans notre pays. Et donc, on est en plein hiver de cette manière-là, vous voyez. Donc, on reste dans cet état d'esprit. Et pour Iov, c'est beaucoup plus difficile que ça, parce que là, il s'agit de quelque chose de, comment dire, de la souffrance, de l'épreuve, du juste, ou en tout cas de comment, dans cette souffrance-là, est-ce qu'on peut effectivement, il y a quelque chose qui est préparé pour ce qui va suivre après. C'est un long débat, on ne peut pas comment dire, là, de terminer tout de suite, mais c'est un débat très intéressant. Le Midrash nous dit que d'après Iov, à la fin, que lui a redonné tout ce qu'il avait. Ah oui, mais quand même eu de la mort, il y a quand même de la souffrance. Est-ce que même comment dire, la consolation qui suit comment dire, le printemps qui vient après cet hiver-là peut malgré tout consoler de toutes les souffrances qu'on a connues pendant l'hiver, de la galoute et de toutes les souffrances du peuple juif? Grave question. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, je voudrais poser une question Oui. parce que vous avez bien illustré le temps qui passe, mais surtout chez nous, le temps il passe, mais il y a des cycles qui reviennent constamment. Alors, comment est-ce qu'on concilie ce temps qui passe et ces cycles qui reviennent? Oui. Euh, voilà, merci. Oui, alors non, je vais être plus précis dans votre question. Vous avez raison. Il y a un temps qui peut être perçu de manière linéaire, donc qui passe, et quand il passe, il ne revient pas. Si vous voulez, c'est le calendrier à l'époque où il y avait des calendriers avec des feuilles, où on arrache la feuille, on la jette. Chaque jour qui passe, c'est une feuille qui est arrachée, elle ne va pas revenir. Ça, c'est le temps qui passe. Et puis, on a le temps, j'allais dire, de la montre,
qui tourne et puis qui revient tout le temps. Je veux dire, c'est la même montre qui revient et qui nous donne le temps, qui est totalement cyclique, qui revient et revient. Ce sont des cycles qui reviennent, des cycles de saison, cycles annuels. On a différentes positions parmi les peuples qui parlent soit de l'un, soit de l'autre. D'une manière générale, la base des peuples païens avait un temps cyclique dans lequel on espérait justement que la nature revienne. On prie aux dieux, on fait des différentes offrandes et sacrifices pour espérer que malgré l'hiver, les saisons qu'on attend vont revenir et vont assurer notre subsistance. Et c'est un temps cyclique, ce que certains ont après développé plus longuement, un éternel retour. Dans la conception juive, on a quelque chose qui va vers l'avant. Mais en partant vers de l'avant, donc en créant une avancée, un progrès, une idée dans laquelle le temps ne sera pas le même que celui qui précède, qui au passage, entre parenthèses, cette idée essentielle, c'est peut-être le premier au niveau temporel, l'idée de la sortie d'Égypte, c'est qu'à la fois il y a la destruction pour l'Égypte, donc il y a un temps qui corrompt et qui ne reviendra pas en arrière, ce que je disais tout à l'heure, dans l'un des enseignements, mais il y a aussi un temps qui va finalement changer le cours de l'histoire. Le peuple juif, si à Kadosh, on le dit tous les soirs de Pessah dans la Haggadah, et si on n'avait pas été sorti d'Égypte, Adaïn, Anou, Banenu, Bne Banenu, Meshur, Abadim, les paro, l'histoire ne se serait pas arrêtée. On l'aurait continué. Non, mais elle serait peut-être arrêtée. C'est pas grave. Elle ne serait pas arrêtée dans le sens fondamental du fait que on est toujours dans un cycle, dans un engrenage dans lequel on ne sort pas. La sortie d'Égypte vient créer une fracture dans tout ça, en disant il y a une intervention de l'histoire qui progresse. Et avec ça, l'idée du progrès a été enclenchée. Est-ce que pour autant, on en perd, on va dans une fuite effrénée vers l'avant, et on en perd justement le lien avec ce qui passe, avec ce qui revient, à ce qui retourne, etc. Et c'est là qu'on a l'idée qui est définie par beaucoup l'ont développé, André Neher en a parlé longuement, mais d'autres, de la spirale, dans lequel on a quelque chose qui retourne, mais il retourne un peu plus en avant, et donc on avance. On a ce tour, on a une conscience des semaines qui avancent, oui, mais les semaines ne sont pas les mêmes. On n'est pas 6 jours pour arriver vers un Shabbat, on a aussi le Shabbat qui donne naissance aux 6 jours qui vont suivre. Et comme on a la progression des semaines de Pessah à Shavuot, on a une progression continue, à la fois dans l'année. Remarquez quelque chose d'intéressant, c'est que le mot Shana, l'année, a deux manières d'être interprétée. Une, c'est Shana, en disant justement celle qui apporte quelque chose de shinouï, de nouveau, sheni. Le deuxième, donc le deuxième, c'est différent du premier, c'est quelque chose de nouveau. Mais on a aussi Shana, dans lequel de dire comme ça, shoné, celui qui répète, qui reprend son ouvrage, qui refait la même chose. Alors l'année, est-ce que c'est un progrès vers l'avant ou c'est un éternel retour? Et c'est à nous de décider dans quel temps on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans le temps de la montre qui revient toujours sur elle-même, le temps de la corruption, dans lequel tout finalement finit par se désintégrer, ou le temps de Yehezkel, dans lequel il y a du nouveau, il y a une naissance, il y a Ibéanachal, il y a des fruits qui vont naître, il y a la vie qui va être donnée, et malgré le temps qui attaque disons, les bastions et les forteresses de toutes les citadelles que les hommes ont créées, eh bien, il y a malgré tout un temps qui va lui permettre de créer de nouveaux endroits. On a détruit celle de l'étranger, Alt-Neshul, on a construit finalement un pays, on est en train de le construire, on est en train de continuer, et l'histoire d'Israël continue à progresser et ne pas rester justement figée. Donc ces deux aspects sont présents dans le temps. Voilà, on pourrait développer ça plus longuement, juste pour, dans le cadre de Ouais. votre question. Si. Merci beaucoup, Rav Shoraki. Merci beaucoup. Tout, Shavuot Tov. Merci, gâteau.